Bonjour à toutes et à tous pour cette conférence en ligne donc sur le CSE et les organisations syndicales et le droit syndical en France. Donc je vous remercie d'être présent, de vous être inscrit à ce webinaire qui est un petit peu particulier puisqu'il s'adresse principalement aux représentants du personnel, aux directions, acteurs dans les entreprises pour faire un petit peu un bilan aussi de ce qui peut être fait du bilan aussi des réformes diverses et variées qui ont eu lieu et de la fusion donc des institutions représentatives du personnel, donc le CE, DP, CHSCT, hein, ce nouveau CSE. Donc, on va revenir aujourd'hui sur notamment des questions de stratégie, d'enjeux et de méthodologie. Donc oui, je vous confirme que vous disposerez du support. Bien évidemment, il pourra tout à fait être téléchargé en ligne, d'autant plus qu'on parle de méthodologie. Donc, c'est vraiment pour vous donner des outils pour, lorsque l'on est membre d'un CSE, d'une organisation syndicale, faire un petit peu le bilan des actions que l'on peut effectuer avec le CSE, avec les organisations syndicales et notamment comment, changer la réalité des salariés lorsque l'on rencontre des problématiques graves. Alors bien évidemment, ces actions, méthodologiques, voire, ces conseils s'adressent bien évidemment aux salariés, aux entreprises, aux directions qui ont des difficultés à mettre en place un dialogue social encore constructif, malgré tous les outils à disposition, qui peuvent être mis en place par les nouveaux dispositifs législatifs. Donc ça nous permettra aussi de faire un petit point sur ce qu'il existe, et sur, finalement ce nouveau CSE, et son articulation avec l'action des organisations syndicales dans l'entreprise. Alors, pour commencer, il est important alors n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit, pardon, à poser des questions, hein, si vous en avez. N'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Heu, nous efforcerons d'y répondre. Bien évidemment, j'essaierai de garder quelques minutes à la fin, du webinaire, mais également, d'y répondre par mail plus tard si nous ne disposons pas assez de temps. Alors, dans un premier temps, il est bon de revenir sur les modifications, notamment quant aux négociations collectives. Il existait auparavant un principe de faveur qui s'appliquait donc il y avait multiplicité de sources juridiques. Donc, avant la réforme, notamment El Khomri, des ordonnances de 2017, euh, lorsqu'il y avait multiplicité de sources juridiques, généralement, on appliquait la disposition la plus favorable aux salariés. Eh bien, ce principe de faveur, hein, qui a longtemps existé en droit du travail, a été donc remis en cause déjà par des lois relatives à la durée du travail, mais également par les nouveaux principes qui encadrent la négociation collective des organisations syndicales dans l'entreprise. Donc on distingue les accords de branche qui sont en fait les conventions collectives, heu, qui sont indiquées d'ailleurs obligatoirement dans tous les bulletins de salaire. Donc si vous ne connaissez pas votre convention collective, bien elle se trouve, tout simplement dans votre bulletin de salaire. Ces accords de branche, ces conventions collectives ont 11 domaines réservés, de négociation. C'est-à-dire que les accords d'entreprise, ne peuvent pas aller en dessous, de manière moins favorable, que l'accord de branche en matière notamment de salaire, de minimum de salaire, des classifications, heu et d'autres sujets liés à la formation, la prévoyance, donc des 11 domaines réservés à la convention collective. Il est possible et c'est le deuxième bloc, de verrouiller des dispositions de la convention collective et de bien préciser qu'il n'est pas possible d'aller, de manière moins favorable à cette convention collective. Et enfin, nous retrouvons avec l'accord d'entreprise qui, lui, pour être valable, doit réunir 50 de représentativité syndicale. Donc, on regarde les élections professionnelles du premier tour qui sont dédiées aux organisations syndicales et il faut, qu'une ou plusieurs organisations syndicales arrivent à réunir 50 des voix, donc c'est bien une audience, une représentativité d'audience, à hauteur de plus de 50. Donc on parle d'accord d'entreprise majoritaire.
Donc pour être valables, ces accords heu, doivent être signés à hauteur de 50, de plus de 50. Mais par contre, ils peuvent, à ce titre, aller de manière moins favorable, à la convention collective, notamment dans les domaines qui ne lui sont pas réservés et on y retrouve de nombreux domaines, notamment quant aux primes, aux rémunérations, parfois variables qui peuvent s'attacher et qui peuvent être tout à fait, modifiables là pour le coup, par accord d'entreprise. Faut-il encore que, plus de 50 des organisations syndicales, heu signe cet accord d'entreprise. Alors on me demande qui verrouille. En réalité, les conventions collectives sont négociées effectivement par les syndicats, de secteurs d'activité, de branches, donc d'activités. Là, on parle vraiment de secteurs, donc le secteur du conseil, le secteur de la métallurgie, le secteur de la chimie et cetera. Et qui verrouille, eh bien, c'est lors des négociations, hein. C'est véritablement là, de la négociation entre syndicats patronaux et les syndicats, des salariés. Et il faut effectivement que les 2 parties soient d'accord pour verrouiller une clause, heu, dans la convention collective et prévoir qu'on ne peut pas aller de manière moins favorable. Et c'est quand même assez très rarement le cas en pratique. On peut d'ores et déjà dire que pas beaucoup de conventions collectives, prévoient des clauses de verrouillage express comme le prévoit la loi. Alors, une fois qu'on sait ça, ce qu'on comprend, c'est que par accord d'entreprise, les organisations syndicales peuvent quand même tout négocier avec l'employeur et notamment, des propositions de CSE qui peuvent apparaître tout au long des mandats. Donc c'est un peu à ça, qu'il faut penser et du coup, effectivement, on va essayer de voir ce que méthodologiquement, qu'est-ce que nous on peut faire avec ces nouvelles règles de négociation collective qui se veut donc, peut-être moins favorable parfois pour le salarié et encore que, il faut réunir l'audience, de représentativité syndicale, mais comment gérer, ce principe de tout est négociable dans l'entreprise? Alors les acteurs, alors pardon, oui, on retrouve, cette vitrine syndicale et sociale dans l'entreprise et ça, c'est intéressant de le dire et de le faire savoir, sur le site legifrance.gouv.fr. Donc là, je vous ai mis la première page du site internet, hein. Vous allez, tout simplement à l'accueil de Légifrance et vous avez un onglet où vous allez retrouver ce que je vous dis. Donc la convention collective, elle est là, hein, accord de branche et convention collective. Donc vous pouvez marquer par mots-clés. Je vous rappelle que cette information se retrouve sur vos bulletins de salaire et l'accord d'entreprise, donc c'est un peu la vitrine sociale, la vitrine syndicale, de l'entreprise, se retrouve ici. Vous disposez de tous les accords d'entreprise qui ont été négociés depuis 2017 dans les entreprises et qui sont obligatoirement déclarés sur Légifrance pour faire courir un délai de prescription qui, je vous le rappelle, est devenu très, très court, puisqu'il est de quelques mois à partir de la parution sur Légifrance. Alors les acteurs, des institutions représentatives, dans l'entreprise aujourd'hui, on l'a dit, le CE, les délégués du personnel et le CHSCT ont été fusionnés dans le CSE, qui lui-même est accompagné de commissions et notamment la commission santé-sécurité qui, on le verra, a une place un petit peu particulière dans la législation, sans pour autant, et ça d'entrée, il faut le dire aussi, remplacer en lieu et place le CHSCT, hein. Le CHSCT n'a pas été remplacé par la commission santé, sécurité, conditions de travail, puisque la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas prendre de décision, notamment dans les informations consultations, dans les demandes d'expertise. La décision revient au CSE. Donc, s'il devait y avoir un comparatif, ça serait avec le CSE. Les représentants de proximité, alors eux, il est bon de rappeler qu'ils sont, négociables par accord d'entreprise, donc ils n'existent pas de manière obligatoire, hein. Ils ne font pas partie du dispositif légal minimum, si je puis dire. Les représentants de proximité, c'est véritablement une carte blanche, où chacun peut exprimer sa créativité, donc avec des représentants de proximité qui peuvent s'adapter à l'activité, à proprement parler de l'entreprise. Donc par exemple, lorsqu'on est une entreprise, qui a des enjeux d'environnement, on peut tout à fait, dé prévoir des missions, de respect, environnemental dans l'entreprise, par les représentants de proximité et d'être un peu des référents environnementaux dans l'entreprise à ce titre-là,
Pourquoi? Parce que c'est une carte blanche. Donc, finalement, tout est négociable, encore une fois, sur les missions de représentants de proximité. Alors, il faut dire que, quand on regarde les chiffres, ils sont, vraiment très peu nombreux, sur, 80 000, à peu près, CSE en France, il y a 0,2, finalement, entreprises qui ont joué le jeu des représentants de proximité et on se rend compte également qu'il y a peut-être un petit, besoin d'ajustement, notamment quant aux moyens, quant aux missions, quant aux surtout aux moyens, aux besoins de formation qu'ils peuvent avoir, après, qui peuvent se révéler, on va dire, pendant l'exercice de leur mission. Heu alors du coup, ces représentants de proximité, sont complètement libres, hein. Ils peuvent être, là même la désignation, je vois qu'on me demande comment sont désignés les représentants de proximité. Bah, en réalité, c'est véritablement, à vous de décider. Donc certaines entreprises prévoient une désignation par les organisations syndicales, par les CSE, certains restreignent les candidatures aux membres du CSE, d'autres élargissent à tous les salariés. Comme là, véritablement, la négociation, est libre, heu, effectivement, tout est possible. Encore une fois, c'est véritablement le tout est négociable et là, encore plus sur les représentants de proximité puisque c'est une véritable carte blanche. La seule disposition qui est prévue, c'est ils sont protégés, comme les autres représentants du personnel contre, notamment les mesures qui peuvent se révéler discriminatoires et donc, il est nécessaire de faire intervenir l'inspection du travail, avant de prendre une décision de licenciement, voire d'obtenir le consentement de ses représentants avant de modifier leurs conditions de travail parce qu'ils sont des salariés protégés. Alors vous l'avez compris, le dernier acteur, bah, ce sont les syndicats dans les entreprises, hein, et on va bien parler finalement, de cette coordination entre tous ces acteurs et devant quoi? Devant des difficultés pratiques, qui peuvent se poser en bilan finalement de ces nouveaux CSE. Alors, on me demande si les représentants de proximité peuvent être élus à chaque nouvelle élection. Encore une fois, tout à fait, hein. Si l'accord prévoit des représentants de proximité et que l'accord de mise en place CSE qui le prévoit est à durée indéterminée, bah, ils se renouvelleront à chaque, généralement, élection de CSE. Maintenant, ça peut être aussi à durée déterminée, donc il faut véritablement aller sur legifrance.gouv.fr pour aller prendre connaissance de l'accord mis en place de CSE dans votre entreprise, pour aller, voir, finalement les dispositions prévues pour les mettre en place. Alors, concernant les difficultés pratiques donc de ces nouveaux modes de représentation et les difficultés pratiques qui se posent aux acteurs de la négociation collective, mais également de la représentation des salariés en France. Donc on voit, malheureusement que le nombre d'accords d'entreprise est en baisse, de 2019 à 2021. Quand on regarde les chiffres, effectivement, on peut se douter qu'il y a eu beaucoup d'accords, de négociations liées à la mise en place pour la première fois, des nouvelles dispositions liées aux organisations syndicales et à ce nouveau CSE. Mais finalement, on voit qu'alors que, le parti pris de l'esprit de la loi est de véritablement négocier des accords au niveau de l'entreprise, heu, eh bien, il y a une diminution en la matière. On peut constater également, si on va regarder un peu plus dans le détail, que 9 PV de désaccord et là je parle bien des négociations collectives avec les organisations syndicales, hein, que 9 PV de désaccord sur 10 concernent l'évolution des salaires, concernent, notamment, pour la grande majorité, hein, on parle de chiffres de 86 84 du système de rémunération. 23 l'évolution des primes, le temps de travail à 27 et l'égalité pro à 20. Donc ce sont des questions qui préoccupent, les organisations syndicales et où là, le dialogue social n'avance pas et c'est bien de ça dont je voudrais parler, puisque bien évidemment, ça ne s'adresse pas à ceux qui ont un dialogue social, qui se passe très, très bien. Alors, autre difficulté, bah, c'est le taux d'abstention, hein. On retrouve ça aussi un peu dans la société. Il y a un phénomène d'abstention, dans les élections, également professionnels, donc on rencontre un taux d'abstention en augmentation, hein, un taux de syndicalisation en baisse, que ce soit dans le privé, voire dans le public. Donc effectivement, il est compliqué, bah, de ressusciter, du sens, de la projection pour les salariés et de susciter l'engagement, hein. On voit bien aussi également quand on regarde les chiffres de près que, très peu de jeunes,
contrairement aux plus de 50 ans, souhaitent s'engager finalement dans les organisations syndicales, dans la représentation des salariés. Donc, il y a une vraie recherche de sens à cet engagement et donc comment susciter aussi l'engagement de tous les salariés. Le manque de moyens aussi est une réalité. Manque de temps, manque d'élus, manque d'heures de crédit d'heures. Et pour la grande majorité des élus, 56% des élus pensent que le dialogue social est mauvais dans l'entreprise. Alors là, il faut contrebalancer peut-être, puisque pour l'employeur, lui, il est plutôt satisfait, à contrario, du dialogue social mis en place dans l'entreprise en grande majorité. Le problème, c'est qu'un dialogue se fait à deux et qu'effectivement, les élus, eux, en grande majorité, trouvent que le dialogue social est plutôt détérioré. On rencontre également, quand on regarde, alors je parle notamment des dernières études sur le dialogue social et l'étude IFOP, je vous invite à rechercher sur tout simplement sur vos moteurs de recherche, il y en a beaucoup. Et quand on regarde donc également les chiffres en termes de difficultés de ressenti des élus suite à un bilan finalement de ce CSE, on voit que la communication revient également, des difficultés de communication, que ce soit par rapport à un éloignement de terrain, des gens qui sont éloignés finalement des représentants eux-mêmes, un taux de couverture en baisse, euh, des unités qui se multiplient, l'intrusion du numérique, le développement du télétravail, tout ça finalement fait que les êtres humains s'éloignent de manière dans la réalité sur le terrain et qu'il est très compliqué pour les représentants du personnel. Et c'est là où on comprend que ça prend toute sa couleur, de susciter l'engagement, mais également de communiquer sur ces éléments et de susciter l'engouement des salariés. Euh, il y a également une évolution législative, donc qui n'est pas anodine, on l'a compris. Beaucoup de réformes, beaucoup de besoins de formation, la disparition des CHSCT qui n'ont pas véritablement été remplacés, des suppléants, par exemple, qui n'assistent plus aux réunions de CSE. Tout ça fait que les choses deviennent difficiles pour les représentants du personnel qui finalement ne se sentent pas qui se sentent en difficulté dans le dialogue social et qui n'y arrivent pas. Et notamment par des besoins de coordination, de moyens, de représentation. Alors, si on fait le point tout simplement sur quelles sont les actions qui sont destinées aux syndicats et au CSE, on va regarder les CSE également tout de suite après, on se rend compte que finalement, les moyens d'action, on peut rapidement les présenter. On peut également rappeler, il est peut-être intéressant de le faire, la définition même d'une organisation syndicale. Qu'est-ce qu'une organisation syndicale? Une organisation syndicale, et là je parle de toutes les organisations syndicales confondues, je ne reviens pas sur les, euh, sur les difficultés syndicales qui peuvent se poser dans le paysage de l'entreprise, puisque bien évidemment des disparités, des discussions, des débats peuvent avoir lieu sur, par exemple, des valeurs syndicales. Mais les syndicats dans la dans l'entreprise ont tous une même définition, c'est la défense des intérêts des salariés par la mise notamment à disposition de moyens organisationnels, de moyens de formation juridiques, humains, financiers, d'information, de communication, et c'est donc véritablement notamment euh, des défenses d'intérêts des salariés. Et quelles sont finalement les diverses cartes que peut jouer l'organisation syndicale et notamment les actions qu'elles peuvent mettre en place? Bon, on a parlé de la négociation collective au niveau des conventions collectives, au niveau des accords de branche et au niveau des accords d'entreprise, qui sont véritablement la loi de l'entreprise. Donc, ils ont un rôle tout à fait primordial dans l'écriture de ces règles. Euh, et effectivement, je rejoins le commentaire de Sandrine. Effectivement, beaucoup de petites entreprises sans représentation de CSE et syndicale. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 80 000 CSE, entreprises dotées de CSE, mais il y en a encore 34 000 qui n'ont pas du tout de représentants du personnel. Merci de l'avoir souligné, et qui effectivement sont dépourvues de toute représentation. Et quand on regarde
le profil de l'entreprise et c'est en grande majorité, pour pas dire la totalité, des petites entreprises. Donc effectivement, c'est là aussi, où se passent les accidents de travail les plus, dangereux et le nombre d'accidents, de travail mortels se passe notamment aussi dans les petites entreprises. Donc il y a des enjeux de santé-sécurité qui sont, évidents, et effectivement, c'est regrettable que dans les petites entreprises, bah, le dialogue social, la représentation, soit encore, très en recul par rapport aux grands groupes. Alors les actions des syndicats, donc je reviens pas sur la négociation, je vais pas revenir sur les grèves, bien qu'elles sont aujourd'hui, quand même assez difficiles, je pense, pour les syndicats, à mettre en place. C'est véritablement le dernier recours. On peut voir aussi, les manifestations, qui sont des actions syndicales revendicatives, donc là, véritablement, classiques. On l'a vu, on a vu l'engouement quand même, des salariés, lors de la dernière réforme des retraites, par exemple. Il y a aussi la mise à disposition souvent, de permanence pour aider, les salariés à avoir de l'information, des renseignements, de l'accompagnement juridique, des conseils, voire même des interventions dans leur propre entreprise, la création de sections syndicales, l'accompagnement des élections, donc c'est l'assistance également. Elles ont aussi beaucoup d'actions juridiques à leur effigie, donc beaucoup de jurisprudence, sont finalement menées par ces organisations syndicales et elles font véritablement, évoluer, la construction jurisprudentielle en la matière, hein. Donc, il y a des actions juridiques très très importantes, finalement, initiées par les organisations syndicales ou soutenues, par les syndicats et effectivement, bah, les revendications syndicales, hein, qui sont aussi, la base de toute action syndicale. Alors on me dit: «Peut-on signer un accord d'entreprise sur les règles d'attribution d'une prime en l'absence de CSE?» Heu, Tout à fait, aujourd'hui, c'est possible. On peut négocier, directement avec les salariés et là, on se rend compte que finalement, quel est, l'enjeu de l'organisation syndicale? Entre un salarié qui va négocier directement avec son employeur et un salarié qui va être accompagné par une organisation syndicale, eh bien, c'est tout simplement la mise à disposition de moyens. C'est-à-dire que le salarié tout seul n'aura peut-être pas à sa disposition les moyens juridiques, d'assistance, de relecture, d'accompagnement, heu, comme on pourrait l'avoir avec une organisation syndicale. Donc je confirme qu'aujourd'hui, Claire, c'est bien possible et sans même mandatement, hein. On parle bien de négocier directement, avec les salariés, pour les petites entreprises notamment qui sont dépourvues de CSE, tout à fait. Alors les actions de CSE, elles sont, tout aussi, on va dire, peu nombreuses, hein, et finalement assez claires. On tourne beaucoup autour du pot de qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec le CSE ou qu'est-ce qu'on peut faire avec un syndicat, mais quand on fait la liste des actions, eh bien, c'est quand même, voilà, assez clair. Il y a des possibilités tout d'abord de faire des déclarations avant les séances, que ce soit la direction, hein, le président, voire les élus, voire des syndicats. N'importe qui peut faire une déclaration. La déclaration a surtout un but de matérialisation en réalité au sein du procès-verbal qui va suivre la réunion. C'est-à-dire que je vais prendre la parole, pour matérialiser une difficulté, pour matérialiser un événement, dans l'entreprise, pour, matérialiser des revendications aussi, pourquoi pas? On en parlait tout à l'heure. Alors pour autant, la déclaration n'engage, que la personne qui l'a fait et finalement, n'a pour conséquence qu'une matérialisation de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion qui va suivre l'action du CSE. Donc finalement, ce n'est vraiment que dans un but d'écrit. La deuxième action, ce sont les inspections. Les inspections qui sont, pour la question notamment de santé et de sécurité. Donc les CSE doivent faire des inspections une fois par trimestre. Alors nous faisons beaucoup de formations, au sein du groupe Technologia et nous nous rendons compte que, les représentants du personnel sont, souvent peu informés, de leurs obligations en matière d'inspection. Alors, qu'on soit tout à fait clair, les inspections ne sont pas une possibilité donnée aux représentants du personnel. La loi, elle les voit comme quelque chose d'obligatoire. Vous devez faire une inspection par trimestre et cette inspection, elle est dédiée à la vérification de l'application de la loi
en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise. Euh, donc, cette première action, on va dire sans gravité, hein, puisque les inspections devraient être le quotidien finalement des représentants du personnel, que ce soit en CSE ou en commission santé-sécurité, ces inspections interviennent obligatoirement une fois par trimestre. Ensuite, il y a les enquêtes. Alors là, tout de suite, les enquêtes, on monte d'un seuil de gravité quand même, hein. Les enquêtes supposent un cas de recours. On ne fait enquête qu'en cas de déclaration d'un accident de travail grave, qu'en cas de maladie professionnelle ou en cas de risque grave suite à des incidents répétés dans l'entreprise. Donc effectivement, l'enquête déjà suppose un niveau de gravité et cette enquête est menée par les représentants du personnel et par un représentant de l'employeur. Cela permet notamment de dégager, comme les inspections d'ailleurs, hein, des mises en conformité par rapport à la loi, mais également des propositions d'action pour améliorer les conditions de travail des salariés en donnant la parole tout simplement à ces salariés qui occupent le poste et de faire remonter finalement leurs propositions d'action. Les enquêtes, généralement, sont accompagnées d'un document qui est un document CERFA qu'on peut se procurer sur Internet. Euh, et donc, il y a 3 CERFA pour les 3 cas de recours, accident de travail, maladie pro et risque grave. Et donc, l'action que peut décider le CSE, c'est aussi une enquête dans ces 3 cas de figure et diligenter eux-mêmes des entretiens, des observations de terrain, des analyses de documents, demander des informations complémentaires à l'employeur. Donc, véritablement, c'est eux qui mènent l'enquête. Alors, par exemple, lorsqu'on est saisi par un salarié pour un cas de risque grave d'une potentielle souffrance morale au travail dans un service. On ne sait pas s'il y a un risque grave, mais on suppose qu'il y a en tout cas des difficultés puisqu'on a des plaintes de salariés. On va déclencher une enquête en cas de risque grave suite à des incidents. Ça peut être des plaintes de salariés, des gens qui pleurent tout simplement suite à des entretiens. Euh, alors après, ça va être un cas d'accident de travail. Donc là, ben, il faut un cas d'accident de travail, mais n'importe quel cas finalement d'accident de travail qui pourrait être grave, qui aurait pu être grave ou qui est grave peut déclencher une enquête, notamment pour étudier les propositions d'amélioration, prévenir le risque professionnel, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la prochaine fois finalement cet accident. Et de la même manière, la maladie professionnelle, donc qui reste quand même peut-être un peu plus rare, bien que je rappelle que dans le tableau des maladies professionnelles, les maladies psychiques ne sont pas inscrites. Donc ça fait quand même beaucoup de problématiques en moins et se retrouvent dans le risque grave. Mais toutes ces problématiques, finalement, peuvent occuper les représentants qui peuvent déclencher, s'ils le souhaitent, une enquête. Finalement, quand on se sent dépassé par la complexité du sujet ou qu'on ne se sent pas assez apte à mener l'enquête, eh bien, on a la possibilité, en cas notamment de risque grave, de faire un recours à expertise. Et là, je vous invite donc à nous contacter puisque c'est notre principale activité pour le groupe Technologia. Nous ferons un plaisir de vous renseigner sur les cas de recours d'expertise santé sécurité, mais également les cas de recours d'expertise économique et comptable, donc d'experts comptables, qui interviennent, on va le voir, dans les informations consultations notamment. Et là, l'expertise peut également avoir lieu suite à des enquêtes, notamment sur des questions difficiles et complexes de harcèlement moral, harcèlement sexuel, lorsqu'il y a des drames malheureusement dans l'entreprise avec des suicides au travail. Effectivement, on peut se sentir dépassé quand on a un mandat, je l'ai dit, hein, il y a beaucoup de difficultés pratiques sur le terrain que les représentants du personnel peuvent rencontrer. Et effectivement, la loi met à disposition du CSE par une décision à la majorité, lorsque le point est à l'ordre du jour, de recourir à un expert en cas de risque grave et de se faire accompagner justement pour dégager des propositions d'action pour supprimer ce risque. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il n'y ait plus ce risque grave dans l'entreprise? Eh bien, l'expert va vous accompagner à construire un plan d'action avec vos salariés, avec les salariés de l'entreprise, en leur donnant la parole, car nous sommes entièrement convaincus, comme la Constitution et le préambule de 1946,
qu'effectivement, ce sont les salariés qui doivent intervenir sur leurs propres conditions de travail, car ce sont eux les experts de leur poste de travail. Donc, il faut qu'ils puissent intervenir pour améliorer leurs conditions de travail et participer, à travers leurs représentants du personnel, à la création de ce plan d'action de prévention des risques et aussi à ces revendications syndicales, hein, on en a parlé. Donc, le seuil d'après, bah, ce sont les alertes. Là, véritablement, on parle d'un seuil de gravité, extrême puisque c'est le dernier seuil de gravité. Donc là, alerte, donc on parle véritablement de danger grave et imminent, heu, une nécessité d'évacuation d'immeubles suite à un incendie, un système d'évacuation d'air en panne. Effectivement, là, ça suppose véritablement que le risque s'est réalisé. Il y a le danger est là et surtout, il va se produire dans un avenir proche et avoir des conséquences très préjudiciables. Donc là, véritablement, on est dans un seuil de gravité important, mais le CSE peut tout à fait se saisir tant d'alertes en matière de santé qu'en matière économique. Et là, véritablement, il faut comprendre le rôle du CSE. Le CSE est là pour finalement alors en donnant la parole aux salariés, pour les faire participer à l'amélioration des conditions de travail, mais également à la gestion de la vie de l'entreprise. Et il y a ensuite, ben, la dernière action, hein, qui reste le quotidien des représentants du personnel, qui est l'information consultation. Alors, peut-être rapidement quand même parce que c'est pas le sujet, mais si on fait le point sur toutes ces informations consultation, on va retrouver en haut, ici les orientations stratégiques, les situations économiques et financières, la politique sociale et conditions de travail et de l'emploi. Donc je vous laisserai regarder tranquillement cette vignette qui est quand même assez chargée, donc qui permettent, de faire des recours à experts comptables. Ici, les informations consultations se répètent chaque année. Donc finalement, on peut se faire accompagner ou pas d'un expert comptable lorsqu'on est saisi chaque année par l'employeur de ces 3 consultations. Mais on voit qu'on peut intervenir aussi ponctuellement avec un expert habilité, santé, sécurité et conditions de travail, sur un sujet de risque grave ou un sujet de projet important comme une réorganisation, un déménagement, des questions qui peuvent intéresser notamment les salariés. Alors, quand on fait le point sur toutes ces actions, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient dédiées au CSE, on se rend compte que beaucoup de CSE ont des difficultés finalement à, à rentrer à changer la réalité des salariés. Par exemple, quand on prend l'information consultation qui, heu, qui est qui est très bien définie par la loi, hein, heu alors non, Sandrine, je me permets de répondre à votre question. Tous les experts dont vous parlez ne concernent que malheureusement les entreprises de plus de 50 salariés. Mais je vous invite à me téléphoner, je me ferai quand même un plaisir de vous renseigner si je le peux. Par contre, effectivement, il est intéressant de remarquer que les entreprises de moins de 50 salariés ont toutes les missions, mais sans les moyens à disposition par la loi, des expertises, des enquêtes. Effectivement, les entreprises de moins de 50 salariés et notamment les CSE de ces entreprises de moins de 50 salariés sont dépourvues de moyens comme les CSE de plus de 50 salariés qui ont des moyens d'expertise conséquents. Mais je vous invite à nous téléphoner quand même. Je me ferai un plaisir de vous renseigner si je le peux. Donc, ces informations, consultations qui, là aussi, encore une fois, interviennent principalement dans les CSE de plus de 50 salariés, sont très bien cadrées par la loi puisqu'elles sont enfermées dans des délais, hein, d'1 mois, 2 mois si on fait recours à expert, 3 mois si ça concerne un CSE central. Donc on voit bien que tout ça est mis en musique, hein, par le législateur, par la loi. 1 mois pour faire quoi finalement? Se voir remettre une information précise et écrite, bien évidemment la comprendre et faire appel à experts si on a des difficultés, par rapport à une problématique complexe que l'on rencontre. Travailler sur des propositions d'action du CSE, en allant à la rencontre des salariés, en partageant sur ce projet, en se nourrissant finalement de leurs propositions d'action, d'amélioration, de prévention et obtenir les réponses motivées de l'employeur, qui est prévu à la fin de chaque information consultation. Et c'est là où, il faudrait peut-être un petit peu plus, insister, heu
Alors voilà, Sandrine, encore une fois, un exemple tout à fait. Les caméras, par exemple, qui viennent d'être installées dans une entreprise, normalement, nécessitent information, consultation du CSE. Ça, je vous le confirme également, puisqu'on parle là du contrôle d'activité des salariés. Et effectivement, tout moyen de contrôle de l'activité du salarié nécessite une information, consultation. Et quand on regarde les chiffres, on voit que les représentants du personnel pensent que leurs actions, notamment par rapport à leur rendu d'avis, ont très peu d'effet finalement opérationnellement dans la vie de l'entreprise. Et c'est sur ça que je voudrais revenir, puisque je voudrais traiter véritablement des difficultés qui ont été mises à jour, notamment par rapport à un bilan qu'on peut faire sur l'action des CSE et la mise en place des CSE. Et quand on voit que finalement les salariés et les élus eux-mêmes euh, évaluent leurs propres actions et leur propre suivi d'effets de manière assez négative, eh bien, il faut revenir sur aussi des questions de forme, il me semble, qui accompagnent toutes ces actions de CSE et d'information consultation notamment. Pour s'intéresser à la forme, bien, je vous ai mis un article là, qui est la définition même du CSE en matière de santé-sécurité. Vous, pareil, vous pourrez le lire à tête reposée. Hein, le but du jeu, c'est de pouvoir le retrouver. Mais ce qui est intéressant dans cet article plus spécifiquement, c'est qu'on nous dit que le CSE donc, doit procéder à l'analyse des risques professionnels dans l'entreprise et notamment les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, les femmes enceintes, contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, participer à la résolution de l'adaptation des aménagements de poste. C'est sur le troisième alinéa que je voudrais insister peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer des actions de prévention. Alors, on nous demande d'insister notamment en matière de harcèlement moral, sexuel et d'agissement sexiste, mais la fin de l'alinéa, et je tiens à insister là-dessus de manière assez forte, est souvent supprimée, tout simplement. Le refus de l'employeur doit être motivé. Et il me semble que si on coupe cet article, effectivement, on ne peut que se couper l'herbe finalement sous le pied d'un dialogue qui finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, se transforme plutôt en monologue. Donc pour qu'on ne tombe pas dans cet effet pervers du monologue, effectivement, et qu'on puisse aussi vérifier que nos actions auront un sens demain, je vous invite à travailler donc, puisque là on parle véritablement de méthodologie, sous forme de tableau. Donc là, je vous présente par exemple un ordre du jour qui peut tout à fait être mis en place, par exemple, dans le règlement intérieur et qui permet de matérialiser si nous sommes en face d'une information ou d'une information qui nécessitera un avis du CSE. Est-ce qu'il y aura des documents annexés à cet ordre du jour que l'on pourra examiner 3 jours avant la réunion du CSE? Est-ce qu'il y aura des personnes qualifiées et est-ce que nous-mêmes, CSE, on peut inviter des salariés dans l'entreprise pour venir débattre sur ce point? Et enfin, la durée prévisionnelle, puisque quand on regarde les chiffres également du bilan que font les représentants du personnel, ils sont insatisfaits, notamment de la tenue des réunions, qui trouvent souvent trop longues, d'ordre du jour trop chargé. Eh bien, voici une bonne méthode pour se discipliner dans l'établissement de l'ordre du jour, qui, je vous le rappelle, est négocié entre le secrétaire et le président et signé par le secrétaire et le président. Donc, effectivement, ça permet de discipliner finalement le débat, les réunions et de mettre de la forme là où il en manque. Je vous propose également un tableau finalement de suivi d'avis du CSE qui peut tout à fait être également appliqué pour les actions syndicales. Hein. J'en parlerai tout à l'heure, mais je n'ai pas oublié les organisations syndicales dans leurs actions de négociation et on peut tout à fait faire le même tableau d'un exemple de suivi pour les actions syndicales, mais là, suite à des négociations avec des PV, des comptes rendus, des propositions de revendications syndicales et la réponse de l'employeur qu'il a éventuellement refusé, pour que lorsque nous revoyons pour renégocier ce sujet, ben, on se souvienne de ce qui a été dit la dernière fois et notamment de nos dernières propositions. Là, en CSE, et également vis-à-vis des négociations collectives pour les OS, ça permet de formaliser la problématique qu'on est en train de traiter. Donc là, par exemple, si je traite du bruit dans l'entreprise parce que j'estime que l'open space est trop bruyant pour les salariés et qu'il y a un problème de bruit
véritablement qui dégrade les conditions de travail, je vais mettre une problématique CSE là. La proposition d'action détaillée du CSE, ben, déjà, il pourra avoir des idées de mettre tout simplement des moyens qui permettent de réduire le bruit, mais également de pouvoir procéder à des contrôles du niveau tout simplement de ce bruit scientifiquement. Est-ce que c'est tolérable? Est-ce qu'on est au-dessus des normes ou pas? Le texte de référence, alors ça peut être un texte législatif, ça peut être un rapport d'expertise, ça peut être une intervention de l'inspection du travail, ça peut être pas mal de choses. La réponse motivée de l'employeur qui rentrera finalement dans cette case-là, et puis la date de la prochaine réunion quand on reviendra sur ce sujet. Ça permet effectivement aussi d'avoir une réponse à chaque proposition d'action. Pourquoi? Parce qu'en qualité d'expert, quand on intervient, que ce soit dans les expertises de santé de sécurité, dans les expertises économiques, que ce soit quand on accompagne les représentants du personnel dans la négociation collective, que ce soit également euh, dans nos formations, dans les problèmes juridiques, on a véritablement notre activité qui est consacrée à l'accompagnement des représentants du personnel, se rend compte souvent que finalement, on travaille beaucoup sur les préconisations d'experts, sur les propositions d'amélioration, mais qu'on n'a pas toujours un suivi écrit des réponses motivées de l'employeur qui pourrait pourtant permettre de mettre en place un réel suivi de nos actions et de nos propositions d'action. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, lorsqu'on se livre, que ce soit un suivi des actions CSE, et je vais le dire après, un suivi des actions syndicales, eh bien, en réalité, on se permet de rendre finalement nos propositions peut-être contraignantes demain. Si le CSE, par exemple, euh, fait une proposition de prévention liée à des commerciaux qui prendraient la route, qui seraient destinés à conduire euh, et à être souvent dans un véhicule. Je fais une proposition par rapport à cette catégorie de salariés, par rapport à un risque professionnel, par exemple l'utilisation, l'interdiction de faire des réunions de Teams, de faire des réunions Zoom euh, au volant pour les commerciaux. L'employeur peut très bien refuser de manière motivée et dire, écoutez, une note de service, ça existe déjà en la matière. Nous refusons votre proposition de sensibilisation, voilà, tout dépend ce qu'on voulait faire, mais ne juge pas utile de revenir sur ce procédé, sur ce risque professionnel et sur cette proposition du CSE. Eh bien, si le CSE revient finalement 3 mois après, dans le cadre d'un suivi de ses actions, et qu'il constate qu'il y a encore des risques professionnels avec encore des salariés commerciaux au volant en Teams, eh bien, la proposition devient contraignante pour l'employeur. Il ne peut plus la refuser. C'est-à-dire qu'il peut la refuser de manière motivée une fois, mais pas deux si le risque perdure. On ne peut pas avoir conscience d'un risque professionnel et le laisser perdurer. Ce n'est pas possible de manière juridique. Donc, effectivement, ce suivi des actions syndicales, CSE, permet d'avoir un caractère contraignant au bout d'un moment sur le long terme lorsqu'on met en place ce suivi. Et il en est de la même manière pour les actions syndicales. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait des négociations d'accord avec l'employeur, que l'on ait un PV d'accord, un PV de désaccord, il est bon de faire un compte rendu de réunion, de revenir sur ses propositions de contenu, proposition d'accord, de prendre par écrit les réponses motivées de l'employeur. Pourquoi il n'a pas voulu? Est-ce que c'est des raisons financières? Est-ce que c'est des raisons matérielles? Est-ce que c'est la culture de l'entreprise qui ne s'adapte pas, qui ce n'est pas possible? En tout cas, ça nous permet de rebondir aussi sur une autre proposition qui s'adapterait mieux. Donc, il est important de faire ce suivi par écrit. Il est important également de faire ces étapes successives pour effectivement rendre ces propositions contraignantes au bout d'un moment pour l'employeur. Lorsque le risque professionnel, bien évidemment, perdure dans l'entreprise, ça le protégera également en termes de responsabilité juridique. Euh, alors, si je récapitule finalement ce qu'il faut faire pour changer la réalité des salariés, que ce soit en termes d'action syndicale, dans le cadre de la négociation collective, où le principe est tout est négociable, ou que ce soit dans l'action du CSE, c'est bien définir des priorités d'action thématiques
Alors, j'ai mis salaire, formation, conditions de travail, mais en réalité, on a des chiffres sur le sujet. Pour les salariés, les sujets les plus importants, ce sont les conditions de travail, les santé et les risques psychosociaux, la sécurité au travail, le pouvoir d'achat et les rémunérations. Voici, finalement, quand on prend les statistiques IFOP en la matière, les thématiques qui mobilisent les salariés. Donc, ça ne sert à rien de s'occuper de ce qui ne les mobilise pas, mais bien de s'occuper des actions qui les mobilisent pour leur mettre à disposition des moyens CSE et des moyens syndicaux, c'est-à-dire de faire des inspections, faire des enquêtes, faire des expertises si c'est utile, mais également prévenir l'emploi de demain par la création d'emplois qui s'adaptent à l'évolution sociétale. Hein, ça s'inscrit dans la continuité de la gestion de l'entreprise, de donner des moyens de communication, c'est-à-dire de permettre de porter la voix du salarié pour qu'ils puissent intervenir eux-mêmes, encore une fois, dans la gestion de la vie de l'entreprise, mais également dans l'amélioration de leurs conditions de travail, de bien faire un suivi étape par étape de toutes ces actions pour qu'à un moment donné, la boucle soit faite et qu'on puisse ne plus revenir sur les sujets. Par exemple, quand on parle qualité de vie, des conditions de travail, il est quand même assez étonnant de voir qu'on revient toujours sur les mêmes actions préconisées. Il faut former les managers à la prévention du harcèlement moral, il faut former les salariés à la prévention du harcèlement moral. Enfin, tout ça pourrait être écrit dans un accord, dans le marbre et on n'y revient plus. C'est d'ailleurs comme l'esprit du législateur en la matière. Euh, Pareil pour les bases de données économiques et sociales, qui sont en pratique, je pense qu'on sera tous d'accord, quand même un échec pour les représentants du personnel, pour les praticiens du droit, pour les directions, puisqu'on voit bien que ça n'a pas pris, que les bases de données économiques et sociales et environnementales aujourd'hui ne sont pas toutes remplies en pratique, que finalement le succès, ça a été pour les sociétés qui les ont mis en place. Un succès donc très quand même mitigé. Euh, Pourquoi ne pas négocier sur les bases de données économiques et sociales et environnementales pour les rendre plus opérationnelles, pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise? J'ai lu encore hier une jurisprudence qui disait l'employeur n'a pas à négocier préalablement la base de données économiques et sociales et environnementales. C'est pourtant quand même très, très, très conseillé quand on veut un dialogue social constructif et améliorer le bien-être des salariés, participer à l'amélioration des conditions de travail, participer à la sauvegarde de l'emploi de l'entreprise. Parce que si on parle économie, si on parle orientation, stratégie dans l'entreprise, ce n'est pas spécifiquement pour avoir un business plan concurrentiel de demain. C'est surtout pour défendre les emplois des salariés aussi hein, de demain et pour éviter les licenciements collectifs éventuellement économiques qui pourraient apparaître dans l'avenir. Donc, on a toujours un objectif de sauvegarder la santé et la sécurité, de sauvegarder l'emploi dans l'entreprise, et je pense qu'on est quand même assez tous d'accord là-dessus. Euh, il convient donc de se montrer quand même assez discipliné en mettant en place des bilans étape par étape successives et surtout d'insister sur des communications, qu'elles soient internes ou externes. On a vu qu'il y a effectivement quand même beaucoup de difficultés, ne serait-ce qu'à avoir des réponses parfois de la direction hein, à nos propositions, mais également des fois tout simplement des moyens de communication hein, pour les salariés. Donc, je vous invite à nous communiquer, puisque nous, on a mis en place des solutions de communication digitale parce qu'il nous semblait important de pouvoir répondre tant aux besoins de communication physique, mais aussi les communications digitales. Aujourd'hui, je l'ai dit, il y a une vraie problématique, c'est l'intrusion du télétravail, c'est la dispersion des unités de travail. Et donc, c'est pour ça que la communication, qu'elle soit du CSE, mais également syndicale, est très importante dans l'entreprise. On voit que tous les grands réseaux sociaux se développent. Et donc, nous, on a mis en place une application qui s'appelle Ma Vie Pro, qui est dédiée au CSE, qui permet aux représentants du personnel de prendre contact directement avec leurs salariés et inversement, de répondre aux questions des salariés directement sur leur accord d'entreprise, puisque tout est négociable dans l'entreprise. Donc, ça donne aussi une place, bien évidemment, à la loi de l'entreprise négociée par les organisations syndicales. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous contacter également pour avoir des informations sur cette nouvel outil de communication digitale et pourquoi nous
nous avons surtout, il nous semblait essentiel de répondre à ce besoin, c'est parce que la loi finalement n'y répond pas. Parce que finalement, rien n'oblige l'employeur à mettre en place des outils de communication numérique aujourd'hui en 2023 dans l'entreprise. On vous renvoie gentiment, mais sûrement à l'affichage. Donc, au bout d'un moment, effectivement, il nous semblait nécessaire de pallier finalement à cette carence du législateur. Euh, Encore une fois, pareil pour la charge mentale, hein, combien de mails je reçois, combien de mails j'envoie, ça fait partie de l'obligation de sécurité aujourd'hui de l'employeur qui est quand même complètement ignorée par les dispositions législatives en France. Et nous y reviendrons peut-être sur un autre sujet de conférence en ligne ou en présentiel. Alors, pour finir, pardon, les étapes, finalement, si je dois revenir sur les étapes, de l'action revendicative et si je fais le tour finalement, hein, que ce soit pour le CSE, pour l'organisation syndicale, hein, là, vous voyez, c'est organisation syndicale et le CSE. Alors, on choisit un sujet, prioritairement un sujet qui intéresse les salariés, je vous l'ai dit, il y a des études, là-dessus. N'hésitez pas à aller interroger aussi les salariés, à nous contacter pour mettre en place des outils si c'est nécessaire, si vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec eux, pour cibler le problème qui mobilise les salariés. Ça ne sert à rien de s'occuper de sujets qui n'intéressent que vous. Je m'excuse, hein, mais en réalité, on a voté pour vous pour que vous soyez un porte-parole des salariés qui ont voté, qui vous ont choisi. Donc, il est important que vous alliez voir ces salariés pour voir ce qui les motive, ce qui les mobilise, ce qui les intéresse et sur quoi ils veulent finalement se battre pour obtenir gain de cause. Il y a bien évidemment la phase d'analyse, la recherche d'informations, de débat, de construction, tout simplement des propositions. On l'a vu, c'est quand même assez compliqué. Les salariés ont déjà des postes dans l'entreprise, les représentants aussi. En réalité, ils n'aspirent pas à devenir psychiatre, ils n'aspirent pas à devenir architecte, ils n'aspirent pas à devenir spécialiste en réorganisation dans l'entreprise. Euh, Ils ont leur propre métier qui les passionne et ils n'aspirent pas à devenir quelqu'un d'autre, je pense. Ça serait quand même beaucoup trop compliqué en plus en un temps chrono. Donc, il est important également de bien comprendre que ce n'est pas ce qu'on demande aux représentants du personnel. Aux représentants du personnel, on ne leur demande pas d'être les psychiatres des salariés au cas où ils vont mal. On leur demande de se nourrir de leurs problématiques, de se nourrir de leurs propositions d'amélioration, car le salarié qui subit la difficulté a bien conscience de la solution qui pourrait l'aider à ne pas être dans cette difficulté-là. Mais on oublie de donner la parole aux salariés. Tout simplement, le salarié qui occupe le poste, il a la solution. Et c'est cette difficulté de communication dont on parlait tout à l'heure. Donc, construire collectivement des propositions. Là, on voit bien évidemment qu'il est très important d'aller communiquer auprès des salariés. Ensuite, l'autre étape, c'est l'expression de cette proposition qui aura été validée collectivement. Est-ce qu'on est tous d'accord pour proposer ça dans l'entreprise? Est-ce qu'on veut tous des augmentations de salaire à hauteur de tant de pourcents? Je pense que on me répondrait collectivement oui. Alors, on va travailler sur ce thème-là, sur ce sujet-là qui vous intéresse et on mobilise autour de cette revendication. On mobilise jusqu'à l'action revendicative de l'organisation syndicale, accompagnée peut-être par son CSE dans le cadre d'information consultation, c'est-à-dire véritablement des pétitions, des rassemblements, éventuellement des grèves pour les cas les plus graves. Mais effectivement, on voit qu'il y a des mobilisations de collectifs quand même sur des sujets graves. Il reste quand même des valeurs humaines, je le crois profondément, dans les salariés que nous rencontrons tous les jours, même s'ils sont en raison de ces difficultés dont j'ai parlé, des fois un petit peu fatalistes. Et bien, ensuite, autour de ces actions de revendication revendicatives qu'on a pu obtenir, hein, que ce soit par le biais d'actions CSE ou par le biais d'actions d'organisations syndicales, eh bien, c'est négocier ces propositions pour les inscrire dans le marbre d'un accord d'entreprise et ne plus revenir sur les mêmes questions. C'est-à-dire que si effectivement on revient 4-5 fois pour le même risque grave, en tant qu'expert, je pense que là, finalement, on peut aussi s'interroger sur l'efficacité de l'action de chaque acteur dans la prévention de l'entreprise. Et quand on revient sur finalement l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, donc c'est la dernière vignette,
Là, vous avez au milieu les salariés de votre entreprise, qu'éventuellement vous représentez. Donc soit vous êtes, au sein du service de ressources humaines, au sein du service des directions, générales, les managers de proximité. Les salariés vont demander aussi conseil à leur entreprise, à leur employeur et des fois n'obtiennent pas, forcément, de réponse satisfaisante. Dans ce cas-là, ils peuvent se, retourner vers le CSE, ses commissions, les représentants de proximité. Là, véritablement, on insiste sur la communication digitale et la communication physique, hein, de ces salariés. Et effectivement, il est important de mettre en lien, tous ces gens pour arriver à une intelligence collective. C'est-à-dire, c'est de ça que je parle, hein, mettre en place une intelligence collective autour d'une action qui nous tient à cœur. Donc cette communication digitale et physique, elle permettra donc soit de saisir l'entreprise, soit de saisir les CSE, soit de saisir les représentants de proximité s'il y en a. Les CSE, s'ils sont dépassés par la complexité du sujet, je l'ai dit, et là, je vais un peu je vais être un peu chauvine. Le groupe Technologia répond à tous ces besoins auprès des représentants du personnel. C'est-à-dire que nous dispensons des formations auprès des représentants du personnel. Nous intervenons dans le cadre d'expertise, qu'elles soient expertise économique, comptable, politique sociale, mais également des expertises sur le risque grave, les projets importants, les sujets finalement qui sont un peu complexes pour des représentants du personnel et pour les salariés qu'ils accompagnent. Donc là, on parle de préconisation d'experts. On peut apporter quelque chose d'utile. Pourquoi? Ben parce que nous sommes des équipes pluridisciplinaires. Hein. Donc en réalité, encore une fois, on parle d'intelligence collective normalement. Les avocats également, donc je vous invite à contacter Technojuris, qui est un cabinet d'avocats dédié au questionnement des représentants du personnel. Donc le service de formation à la personne de Mathilde Mercier, mais également donc moi-même, votre serviteur, pour des questions d'expertise, par exemple. Euh, et on voit que ces CSE donc se font accompagner dans les propositions d'action des salariés, dans les propositions d'amélioration des salariés. Et comment nous, en tant qu'experts, on les aide? Ben, devinez quoi? En donnant la parole aux salariés, tout simplement, en organisant des entretiens, en faisant des questionnaires auprès des salariés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les vrais experts sont les salariés qui occupent le poste. Donc l'expert, lui, il apporte une approche scientifique, il apporte une autorité de compétence, mais en réalité, il donne surtout la parole aux salariés, encore une fois. Et donc ce CSE va pouvoir, avec l'aide des experts, mettre en place des propositions d'amélioration qu'il va tout de suite faire remonter en haut, là, à son délégué syndical, qui est aussi présent au CSE par le biais des représentants syndicaux, hein, je vous le rappelle. Quand on a des élus, ben, on a un représentant syndical qui peut porter la voix du syndicat et là, notamment les valeurs peut-être syndicales à proprement parler de chaque organisation. Les délégués syndicaux qui, eux, auront pour mission ben, finalement de mettre en musique ces propositions d'amélioration, de mettre en musique ces préconisations d'experts qui ont reçu hein, la réponse motivée de l'employeur, je vous le rappelle, et qui ont fait l'objet d'un suivi, mais également ses propres revendications salariales par rapport à des questions de pouvoir d'achat, par rapport à des questions de salaire également, parce qu'on a vu que c'était un sujet qui malheureusement faisait l'objet de 9 PV de désaccord sur 10, donc ce qui est quand même assez énorme. Et puis finalement, pour faire quoi? Pour établir ben, des accords d'entreprise qui représenteront la loi de demain pour les salariés. Donc, ça veut dire que toutes ces actions de CSE, toutes ces actions syndicales, toutes les actions, je vous rappelle que dans le CSE, la direction est là, hein, elle préside le CSE. Hein. Donc, les actions pluridisciplinaires des experts, des entreprises, des CSE, des organisations syndicales permettront aux salariés d'intervenir sur leurs propres conditions de travail, permettront aux salariés d'intervenir dans la gestion de la vie de l'entreprise. Et bien évidemment, Technologia est là pour répondre et vous donner les moyens d'arriver à ce changement de la réalité des salariés. Car profondément, je ne ferais pas ce métier si je le trouvais inutile, si je pensais qu'à un moment donné, on n'était pas utile pour la réalité des salariés, pour l'améliorer, pour vous accompagner dans l'amélioration de l'entreprise, des conditions de travail et de la gestion de la vie de l'entreprise. Donc, je vous remercie pour l'accent du Sud.
Et effectivement, je saluerai mon père et ma mère, qui sont 2 syndicalistes qui ont consacré leur vie, comme beaucoup de représentants du personnel. Donc ça me permet de saluer aussi le travail de tous les représentants du personnel en France, mais également des chargés de ressources humaines qui jouent le jeu, du dialogue social. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sacrifient, de la vie sociale, de la vie familiale pour défendre les autres, qui sont, inscrits dans l'altruisme et véritablement dans des valeurs humaines. Moi, je vous invite à vous syndiquer, à rentrer dans le jeu et de la représentation des salariés du CSE, car ce sont des expériences et des aventures humaines très enrichissantes et on se sent utile aussi socialement au-delà de tout ça. Donc, je vous remercie. Je pense que là, on va arriver à la fin. Oui, il me reste 1 minute. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, sur des questions juridiques notamment, hein, puisque je ne sais faire que ça. Mais si vous avez besoin de formation, d'expertise, d'avocats, de moyens de communication digital, physique, d'accompagnement à la négociation, si vous êtes des organisations syndicales, je vous invite à nous contacter. C'est vous qui nous permettez de